Hello, Djibouti. Chers auditeurs, auditrices, soyez les bienvenus d'Eremedia et surtout le podcast Gohan. Ce soir, nous avons un invité exceptionnel pour explorer l'accès au financement. Certainement, vous comprendrez pourquoi on a pris ces thématiques, accès au financement. C'est ce qui nous tient à cœur à nous-mêmes, ici à Déré, mais très souvent, c'est ce qu'on entend dans la bouche de entrepreneurs, surtout les entrepreneurs de PME et les jeunes entrepreneurs. Donc ce soir, nous avons invité pour ce premier podcast Gohan. Vous avez été nombreux à suivre le podcast avant-première qu'on avait enregistré il n'y a pas longtemps et qu'on avait diffusé il n'y a pas longtemps. Mais ce soir, Gohan commence réellement et ça va être vraiment un masterclass parce que j'ai quelqu'un qui connaît la finance, qui est en face de moi. C'est quelqu'un qui a pris le large. Il n'est pas resté dans son pays, certainement après ce que j'ai compris, qui a traversé l'océan Pacifique, l'océan Indien, pas encore l'Atlantique, mais voilà qu'il traverse la mer Rouge. Donc, directeur général de la banque BCI Mer Rouge, une des banques la plus ancienne à Djibouti. Mais c'était ce soir de parler de l'action au financement avec un banquier. C'est toujours bien. Soyez le bienvenu. Monsieur Sébastien, dans notre podcast. Merci beaucoup, Mahmoud. Je suis très honoré d'être le premier à essayer ce podcast. La décision, c'est un sujet très, très important pour les banquiers parce que la prise de risque, quand on accorde un crédit, c'est d'abord une décision. Donc, je suis très honoré vraiment que vous m'ayez donné l'occasion de discuter ensemble de ce sujet-là. Très bien, merci. Avant de commencer, je demanderais de se présenter un petit peu pour les Djiboutiens, pour qu'ils te connaissent mieux. Oui. Et voir votre parcours de l'homme de finance. Ouais. Alors, j'ai 51 ans. Je suis arrivé à Djibouti il y a 1 an maintenant, diriger la plus belle des banques pour moi, que j'ai connue. Ce n'est pas la première fois que je viens à Djibouti parce que je suis déjà venu entre 2014 et 2018, pendant 4 ans. Alors, je connaissais mal Djibouti. Je le connais beaucoup mieux maintenant. Là, c'est un pays que dans lequel je vis au quotidien, et donc forcément, je le connais mieux maintenant. Ma carrière, ça fait 25 ans que je fais du crédit PME, donc mine de rien, j'ai vu quelques clients avec des succès, mais malheureusement des échecs. Dieu merci, beaucoup plus de succès que d'échecs. À côté de ça, j'ai fait du crédit PME dans plusieurs continents différents, parce que j'ai eu la chance de travailler en France pendant quelques années, mais j'ai fait aussi du crédit PME dans le Pacifique Sud, dans des îles très lointaines, très, très éloignées d'ici. J'ai fait aussi du crédit PME en Asie du Sud-Est, au Laos, au Cambodge, des pays comme ça, où c'est finalement pas très différent d'ici. Et puis ici à Djibouti, depuis maintenant 1 an, où on a le plaisir de travailler avec nos clients entreprises. Voilà, mais il y a une constante en fait, quand on fait du crédit entreprise, c'est le plaisir qu'on a de rencontrer les entrepreneurs, c'est de croiser des succès incroyables. Malheureusement, de temps en temps, des échecs, ça arrive. C'est inhérent à notre métier, on prend des risques. Et donc forcément, de temps en temps, il arrive qu'il y ait des échecs. Mais la constante de tout ça, c'est que les entrepreneurs, partout où qu'ils soient, ils sont passionnants. Ils ont plein d'histoires à raconter et ils sont extrêmement... C'est riche d'enseignements pour nous, banquiers. Très bien. Il y a une question qui est de tradition à ce podcast, Gohan. C'est de te poser la question qui est: quelle était la décision que tu as prise? Donc, je vais vous tutoyer, donc c'est mieux peut-être, que tu as pris dans ta vie et qui a changé ta trajectoire. Je crois que c'est la dernière que j'ai prise. Ces dernières années, je travaillais en salle des marchés, donc dans un univers sur les marchés financiers. Alors, c'est un endroit
un peu particulier, je travaillais sur un bureau qui faisait 2 mètres carrés. Alors évidemment, de temps en temps, j'allais voir des clients, mais quand même, j'étais très, très souvent devant mes 5 écrans, devant mon clavier avec mes 2 téléphones. Et puis, j'ai eu besoin de retourner faire du management. J'en avais fait pendant des années. J'adorais ça. Accompagner les équipes, euh, avoir des relations humaines avec les clients et les collaborateurs, pour moi, c'est probablement ce qu'il y a de plus important. Et donc, s'est présentée la possibilité de venir ici à Djibouti diriger la banque, que j'avais connue puisque j'y venais entre 2014 et 2018. Et j'ai pas hésité. J'ai dit oui tout de suite. Et c'est une décision que je regretterai jamais parce que c'est un vrai bonheur d'être ici à Djibouti tous les jours. Très bien. On va rentrer dans le vif du sujet de notre conversation, l'accès au financement. C'est quelque chose qui passionne, mais parfois qui fait peur aussi aux entrepreneurs, certainement. Le chemin vers l'accès au financement. Euh, Si tu schématisais l'accès au financement, comment tu allais schématiser? Alors déjà, c'est simple d'accéder à la BCIMR quand on a envie de savoir si on peut prétendre à un financement pour financer son projet. Il n'y a il y a quatre chiffres qui comptent, c'est 24-24. C'est le numéro d'appel gratuit, euh, accessible par tout téléphone, quel que soit le téléphone, fixe, portable, qui permet d'atteindre une plateforme qui vous propose un rendez-vous avec un chargé d'affaires, déjà. Avant toute chose, il faut que ça soit accessible. Après, si on vient à des considérations un peu Vous avez plus... schématisé comment accéder à BCI. voilà. Mais donc, schématise-nous comment l'accès au financement. Alors, on ne vient pas les mains dans les poches voir un banquier en lui racontant une histoire qu'on invente sur le moment. Ce n'est pas le cas de tous les entrepreneurs d'ailleurs. La plupart du temps, ils ont une idée bien claire dans la tête. C'est ça qui nous passionne le plus. C'est de savoir c'est quoi le business. En clair, quelle est l'idée, avec quel client, avec quel fournisseur, combien on gagne d'argent, quelle marge on fait entre ce qu'on achète et ce qu'on vend. Comment on a l'intention de le faire, à quelle vitesse on veut se développer, quels moyens on a besoin d'utiliser, tout ça pour arriver à une vraie question. C'est combien j'ai besoin d'argent et pour faire quoi. Et tout ça, ça se prépare très à l'avance. Il faut y réfléchir longtemps. Il faut bien calculer, il faut bien réfléchir, il faut bien savoir expliquer clairement et concrètement ce qu'on fait. Savoir emmener le banquier avec soi, en fait, hein, le convaincre qu'on a la capacité de mener le projet à bien en prenant des risques calculés, mesurés, qui permettent aux banquiers d'être tranquilles, en fait, hein, calmes et surtout rassurés sur le fait que on peut prendre le risque ensemble pour avancer. Donc ça se prépare. Ça se prépare. Et il faut avoir les idées claires, surtout. Très Absolument. bien. Si tu nous donnais un peu les erreurs à éviter quand on va vers le schéma, quand on veut prendre vers le schéma pour aller chercher de l'argent ou accès au crédit, quelles sont les erreurs que les entrepreneurs ou les jeunes entrepreneurs doivent éviter et quelles sont les stratégies pour maximiser leurs chances à accéder au financement? Alors je vais commencer par les meilleures méthodes pour y parvenir. Un banquier, c'est plein de défauts et plein de qualités. Un des défauts qu'il a, c'est qu'il a besoin de beaucoup de documents. Et donc, on ne peut pas aller voir un banquier sans rien. Il faut préparer ses documents. Il faut voir d'abord quelques pages qui expliquent ce qu'on veut faire, le projet qu'on a envie de mener. Lorsque c'est un projet nouveau, l'important, c'est déjà euh, d'essayer de modéliser comment on va gagner sa vie. Donc, quelle marge on fait, quel chiffre d'affaires on prévoit de faire, comment on évalue la capacité à vendre demain, après-demain, dans 2 ans, dans 3 ans. Ça, c'est très important. Un deuxième point qui est fondamental, c'est d'essayer de voir, en termes de trésorerie, comment ça va se passer. Prévoir des ventes, c'est une chose, mais souvent la trésorerie, les ventes, c'est pas toujours la même chose, ça marche pas de la même manière. Et donc, il faut avoir un raisonnement très simple. Qu'est-ce qui rentre dans le compte bancaire, qui sort du compte bancaire et quand? Et c'est là que le banquier intervient. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a un besoin de financement, ça se voit sur un plan de trésorerie. Et c'est comme ça qu'on sait quel besoin on a. Première clé simple. Après, faut pouvoir expliquer qu'on a été un client de banque sage. Hein, donc on a
respecter les règles d'une banque quand on a déjà été banquier, c'est toujours bien. Quand on a déjà été client d'une banque, c'est bien de démontrer qu'on a été sérieux, hein, et donc il faut produire quelques relevés bancaires pour montrer le sérieux. Ça aide toujours, et c'est évident. Mais les erreurs principales à éviter, maintenant, si on vient sur ta question, je dirais que c'est pas être préparé d'abord. C'est de ne pas savoir pitcher son projet de manière simple. C'est de ne pas être capable de rassurer le banquier en lui donnant les documents, quelques documents qui démontrent qu'on a travaillé son sujet. Des documents qui prouvent qu'on va pouvoir gagner de l'argent. Euh, c'est fondamentalement important de pouvoir faire ce genre de choses. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que, en fait, c'est dans le dialogue avec le banquier qu'on arrive petit à petit à comprendre qu'est-ce qui va le rassurer, parce que tous les projets sont différents. Et en fait, il n'y a pas une recette miracle qui permet de savoir comment ça marche. Il y a plein de façons de rassurer un banquier. Et c'est dans l'échange qu'on a avec lui qu'on comprend très bien comment le rassurer. Et à partir de là, une fois que le banquier est rassuré, il a envie de défendre le dossier. C'est pas lui qui décide. Lui, il se laisse convaincre ou pas. Il a des objections. Il y a un dialogue qui s'installe. On corrige le tir. On amende les documents. Et après, il y a un temps pour la décision. On parlait de Gohan tout à l'heure. La décision, voilà, le temps est venu de décider. Et je dois dire qu'il y a un point important, c'est qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec nos clients. Hein, il y a des clients qui nous proposent des projets, de temps à autre, il arrive que la banque dise non, parce qu'elle n'est pas rassurée sur la capacité que le client a à soutenir le projet, à le mener à bien, parce que parfois, c'est pas parfait. C'est comme ça. Et malheureusement, c'est beaucoup de frustration pour les jeunes qui viennent nous voir, parce qu'ils ont souvent travaillé très longuement, très durement pour convaincre le banquier, et parfois, ils ont un non. Ils ont un non parce que peut-être le dialogue s'est pas suffisamment bien installé, parce qu'on n'a pas été au fond des choses, parce que les gens qui décident parfois posent des questions qu'on n'avait pas prévues. Et des fois, c'est pas fini. Hein. La banque, elle peut dire je suis pas tout à fait rassuré, donc si on peut retravailler ce point-là, ça peut peut-être s'améliorer. Et puis à ce moment-là, finalement, on avance vers une décision. Et parfois, d'un non, ça peut devenir un oui, parce que l'entrepreneur a su corriger le tir et apporter des Qu'est-ce qui amène d'un non à oui? Par exemple, quand on a un doute sur un point clé du type qu'est-ce qui me prouve que tu peux vendre au prix que tu proposes? Si tu as un document d'un client potentiel, un prospect, qui dit OK, à ce prix-là, je t'achète ça, c'est pas la même chose que quand tu viens de dire je peux vendre à ce prix-là. Je suis pas obligé de te croire. Par contre, si j'ai un document écrit qui est quelque sorte une intention d'acheter à un prix concrète, ça crédibilise complètement l'action. Et en fait, le banquier, la plupart du temps, au fond, ce qu'il cherche, c'est à crédibiliser, à crédibiliser le projet. À chaque fois qu'on peut crédibiliser le projet, il est rassuré parce qu'il se dit bon ben voilà, j'ai des éléments concrets qui justifient que le projet est viable. Est-ce qu'il faut avoir des actifs un peu plus importants du crédit que l'entreprise demande? Par exemple, si je demande 150 000 euros, on va prendre ça, est-ce que je dois avoir un actif de 200 000 euros? Est-ce que ça va me protéger et ça va donner un peu plus? Parce qu'on va revenir le PME qui n'ont pas d'argent mais qui veulent avoir un accès au financement. Mais déjà, est-ce qu'il faut avoir un actif plus important du prêt qu'on demande? Alors, ce qui est important déjà, c'est comment on s'engage dans le projet. Déjà, si l'entrepreneur il est complètement engagé dans son projet, ça se sent. Il y a cette envie. Et pour nous, c'est très important d'avoir déjà cette première preuve. Après, le banquier il n'est pas censé s'engager dans une entreprise plus que le client. C'est-à-dire que le client doit avoir un apport dans ce projet qui est censé financer à peu près la moitié, pour le dire simplement. Et bien entendu, quand on est jeune, quand on démarre, c'est difficile, on n'a pas d'argent. D'avoir tous ces argents. Et voilà, la famille, elle n'a pas toujours ce qu'il faut. Donc, on peut réduire. Parce qu'on sait qu'au début, quand il faut financer, il faut comment financer un démarrage. Au début, on n'a pas forcément
tout l'apport qu'il faut pour se faire, et donc on accepte que l'apport soit inférieur. Mais il faut toujours un apport, parce que l'apport, en quelque sorte, c'est la somme d'argent que l'entrepreneur est prêt à perdre s'il ne réussit pas son projet. En fait, ce dont on se rend compte dans les banques, et au fond, c'est presque une règle majeure pour nous autres, c'est que tous les clients qui ne s'impliquent pas dans les projets financièrement, au bout d'un certain temps, dès que les problèmes arrivent, ils disent, bon, bah moi, je risque rien, ou pas grand-chose, donc je peux abandonner, et puis je laisse partir le projet dans le mur, et puis c'est le banquier qui se débrouillera avec la dette. Donc pour nous, c'est important que les porteurs de projets s'impliquent. Donc ça veut dire peut-être la famille, ça veut dire tout un tas de choses. Et un deuxième point qui est fondamental, c'est qu'on ne fait pas de crédit parce que systématiquement, il y a une garantie. C'est ça que tu voulais évoquer tout à l'heure. D'abord, il y a des moyens à Djibouti, et je rends hommage au FOGAD en parlant comme ça, parce que c'est une vraie aide. C'est le fonds de garantie. Le fonds de garantie, en fait, il compense le fait que les entrepreneurs n'ont pas de garantie. Quand on est jeune, on n'a pas acheté un bien immobilier, on n'a pas envie d'hypothéquer la maison familiale, c'est normal, c'est tout à fait normal. Et le FOGAD, il est réellement là pour pallier l'absence de garantie. Parce que le FOGAD me contre-garantit la BCI. Donc en fait, je n'ai pas vraiment besoin de prendre une garantie additionnelle. Alors ça arrive qu'on le fasse, mais pas toujours. Et il y a eu des entrepreneurs qu'on a financés rien qu'avec le FOGAD, avec un peu d'apport, et ça a démarré. Donc des fois, quand ça ne marche pas, il suffit de faire un petit projet, un projet un peu plus petit, avec moins de montants à emprunter, et ça peut suffire pour démarrer. Puis après, ça n'empêche pas que quand ça marche bien, au bout de quelques temps, il faut être patient. Une des qualités majeures de l'entrepreneur, c'est d'être patient. Et croyez-moi, de la patience. Si on n'est pas patient, qu'est-ce qui va arriver? On peut aller trop vite. On peut vouloir développer trop vite l'entreprise, perdre le contrôle. Et quand on n'a plus le contrôle, en général, ça s'arrête. C'est quand est-ce que le plus difficile? Est-ce que c'est une fois qu'on a eu accès au financement ou bien c'est avant d'avoir accès au financement? Parce qu'après, il faudrait faire tourner l'entreprise et puis repayer les créanciers. Donc, là, quelle est le problématique que l'entrepreneur peut rencontrer à ce moment-là? C'est pas les mêmes difficultés, je pense. Un entrepreneur, au début, il est très enthousiaste, il a très envie de faire avancer son projet. Il est concentré sur une idée, sur un concept, sur un dossier, moins sur une réalité. Donc bien souvent, ce que je préconise et ce que tous les banquiers préconisent, c'est de faire des tests. C'est de venir voir le banquier en ayant déjà montré qu'on était capable de vendre quelques produits. De temps en temps, en étant raisonnable au début, en testant le marché pour voir si ça fonctionne, ça peut suffire. On a des preuves concrètes, comme ça on peut démarrer. D'abord, le banquier il est rassuré parce qu'il voit que ça marche. Il y a des clients qui achètent à un prix, il y a une belle marge. Si on multiplie en mettant un peu de gasoil dans le réservoir, ce qui est un peu le prêt en fait, c'est ça, hein. Ça permet d'accélérer et puis ça permet de démarrer, d'accélérer un petit peu le business. Mais il ne faut pas accélérer trop, parce que quand on accélère trop vite, en général, on perd le contrôle, un peu comme dans une voiture quand on va trop vite. Et ça peut causer de graves soucis. Et c'est bien dommage, parce qu'une entreprise qui marche bien, à un moment donné, de temps en temps, il faut savoir donner le temps aussi au temps pour que l'entreprise se renforce, pour que... elle passe les années, et bien souvent, les entrepreneurs qui ont réussi autour de nous, qu'on voit à Djibouti, sont des entrepreneurs qui ont parfois mis 5-10 ans avant de gagner, de vraiment bien gagner leur vie, quoi. Et c'est ça, l'entrepreneur, hein. La difficulté quand on fait tourner l'entreprise, c'est que il faut être patient, et puis laisser l'argent dans l'entreprise le plus possible, se servir le moins possible, juste pour vivre, quoi, au début. C'est ça qui est difficile aussi, hein. C'est de se dire, j'ai une entreprise qui fonctionne bien, mais moi, en tant qu'entrepreneur, je ne peux pas trop en vivre, parce que il faut privilégier la santé de l'entreprise d'abord, la renforcer, un peu comme les fondations d'une maison. Une fois qu'elles sont bien renforcées, une fois que c'est solide, là on peut accélérer, là on peut commencer à gagner sa vie. Donc il faut aller vers une éducation financière, donc à comprendre un peu comment gérer l'argent. Oui, tout ça on peut faire, mais les banquiers ne sont pas toujours les bons conseillers. D'accord. Non, parce que en fait, on voit les choses à travers nos yeux à nous. Et ce qui fait le charme de l'entrepreneur, c'est d'abord sa capacité à pas accepter parfois les critiques des uns et des autres. Un entrepreneur qui réussit, parfois, c'est un entrepreneur qui écoute pas ce qu'on lui dit. C'est triste à dire, mais de
temps en temps, ça arrive. Hein. Moi, j'ai plein d'exemples en tête d'entrepreneurs à qui j'ai donné des conseils qui ne m'ont pas suivi et Ok. qui ont bien fait de ne pas me suivre. Ils ont Donc, bien fait de ne pas vous suivre. exactement. Ok. Et donc, le banquier, c'est rien d'autre qu'un partenaire. Et donc, c'est un partenaire, c'est tout. Hein. Et donc, comme c'est un partenaire, a priori, il n'y a pas de raison qu'il ait plus d'importance que n'importe qui. C'est pas un censeur, le D'accord. banquier. C'est juste un partenaire avec lequel on peut discuter de temps à autre pour essayer de savoir si vraiment on va dans la bonne direction. Et c'est pas lui qui décide, c'est pas lui qui donne les meilleurs conseils. Les banquiers. Ok. Il va toujours gagner, les banquiers, ou bien. On essaye de faire notre travail correctement, disons-le comme ça. D'accord. Non, on va aller vers les obstacles un peu pour voir, parce qu'on a. C'est bien qu'on vient de voir un peu les stratégies et surtout les erreurs à éviter. Mhm. Mais allons vers les obstacles, par exemple. Est-ce que les taux d'intérêt, c'est pas un obstacle pour de petites entreprises, le PME, et les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas. Parce que le processus est trop lent, contraignant. Et puis, ajouter ça, le taux d'intérêt, est-ce que ça freine pas du moment qu'on connaît que le PME sont le poumon économique, parce que c'est eux qui font fonctionner l'économie, c'est pas les grosses entreprises qui sont déjà bien installées et qui ont une trésorerie très importante. Mais ce qui fait fonctionner l'économie du pays ou d'un pays, c'est souvent le PME. C'est tous ces petits entreprises qui manœuvrent, qui font le travail, qui font bouger Mhm. l'économie. Mhm. Et d'ailleurs, eux n'ont pas vraiment accès à ces financements, ou bien très difficilement. Donc, comment, tant que banquier peut-être, mais aussi la place financière peut aider ces PME à mieux accéder et puis surtout à réduire les processus qui sont contraignants, trop lents, et peut-être aussi les taux d'intérêt. Alors nous, de notre côté, on travaille sur la vitesse de décision. C'est important qu'on ait bien en tête qu'un entrepreneur, il ne faut pas lui faire perdre de temps. Euh, le temps de l'échange, le temps de la construction du dossier, la co-construction du dossier est important. Mais à un moment donné, il faut dire oui ou il faut dire non. Et il faut le dire vite pour ne pas retarder l'entrepreneur. Il y a un point qui est intéressant, c'est qu'à Djibouti, on a de la chance d'avoir de la concurrence quand même. Hein. Il y a plusieurs banques, il y en a beaucoup maintenant quand même. Donc ça donne quand même donne beaucoup de chance à tous les entrepreneurs d'aller voir plusieurs banques pour discuter de leur dossier, pour discuter de leur projet. Hein. Il y a des banques qui ont... toutes les banques sont susceptibles de suivre les PME. Il n'y a pas de banquier aujourd'hui, à ma connaissance, qui ne veulent pas financer les PME. C'est plus risqué parce qu'il y a un taux d'échec en moyenne qui est plus important. Mais pour autant, on sait très bien que c'est les entreprises, les belles entreprises de demain, c'est les petits entrepreneurs d'aujourd'hui, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Et donc, notre rôle, c'est aussi de travailler avec les jeunes entrepreneurs parce que c'est eux qui auront les belles entreprises de demain. Et nous, ces clients, on en a besoin. Parce que ces clients-là, c'est ces dépôts-là qui créeront les dépôts. Donc, l'argent qu'on dépose dans les banques, quand on commence à gagner sa vie, on dépose de l'argent dans les banques et c'est avec cet argent-là que la banque finance à nouveau les jeunes entrepreneurs. C'est comme ça que ça se passe, ce cycle-là. On a absolument besoin d'accompagner les jeunes entrepreneurs. C'est plus difficile parce que le risque est plus important. Donc notre job, essentiellement, c'est de prendre des décisions éclairées après un dialogue, le plus important, le plus long possible, mais en même temps, il faut que ça se fasse dans un temps suffisamment court pour ne pas pénaliser l'entrepreneur. Parce qu'il a besoin de se développer, il a besoin d'y aller, et donc il faut qu'on décide. Il faut qu'on lui dise oui ou qu'on lui dise non assez rapidement. Très bien. C'est toujours, on avait parlé tout à l'heure, la symétrie d'information. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Parce que quand l'entrepreneur n'a pas les mêmes informations que les banquiers, là aussi, c'est un autre obstacle. Oui, oui, c'est vrai. La symétrie d'information, c'est un sujet qui est intéressant sur le plan de la relation entre un entrepreneur et son banquier. En clair, c'est un concept qui dit que le banquier il en sait plus que son client. Et donc, il ne faut pas que le banquier profite du fait qu'il en sait plus que son client pour, en quelque sorte, profiter de la situation, quoi. Ça, c'est pas acceptable. Notre job,
dans une certaine mesure, c'est d'expliquer au client euh, comment réduire cette asymétrie d'information. Donc, c'est lui passer le maximum d'informations dont nous disposons pour qu'il comprenne ce qu'on fait. Et ça, c'est parfois ce qu'on ne sait pas très bien faire. Pour être honnête, on ne sait pas très bien le faire. Le jour où on sera parfait sur ce plan-là, les entrepreneurs n'auront plus de critiques à nous adresser parce que je pense qu'ils comprendront ce qu'on fait. Voilà, une fois qu'ils auront compris ce qu'on fait, pour eux, ce sera beaucoup plus simple, d'une certaine manière, de nous apporter tous les éléments dont on a besoin pour décider. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une problématique majeure, c'est qu'il y a peu de jeunes entrepreneurs qui disposent d'une documentation suffisamment fournie pour rencontrer nos attentes, quoi. Hein. Et donc là, je vois des décisions très intelligentes qui ont été prises pour essayer de crédibiliser tout le travail des experts comptables. C'est sûr que ça coûte un peu d'argent, mais ça aide beaucoup. Et les experts comptables sont toujours là pour aider les entrepreneurs à formaliser des dossiers. Ce matin, j'avais un rendez-vous à 10 heures du matin avec un entrepreneur de Djibouti qui se fait assister par son expert comptable pour me donner de la documentation, une documentation suffisamment détaillée pour que je puisse décider, que la BCI puisse décider le dossier. Ok, soutenir aux initiatives de jeunes, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui à Djibouti. Les initiatives portées par des jeunes, il y a plein de petites initiatives. Au lieu d'aller chercher peut-être l'accès au financement un peu plus large, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de trouver des systèmes qui aident des petites initiatives faites par des jeunes? Parce que j'en connais beaucoup de jeunes qui ont fait des petits restaurants, par exemple, ou un petit lieu de vente de jus. Est-ce qu'on ne pourrait pas aider ces jeunes à vraiment fructifier et à peut-être même implanter encore leur initiative un peu plus loin, dans un autre quartier, dans un autre lieu où il pourrait avoir de clientèle, par exemple? Ouais. Est-ce que on parlait de l'information? Parce que peut-être ces gens-là n'ont pas les informations ou peut-être ils ont peur de prendre le bas vers à se retrouver un long chemin, un processus plus long, quoi. De comment est-ce qu'on peut aider ces jeunes et puis ils deviendraient le PME de demain? Alors, à Djibouti, il y a quand même un écosystème qui essaye de favoriser l'entrepreneuriat. On a, par exemple, Clé, qui est bien connu ici, où il y a des associations de jeunes entrepreneurs. Clé, l'association de jeunes entrepreneurs, le secrétariat d'État de Mme Safia, donc, qui aide les entrepreneurs à se développer. C'est autant d'éléments nouveaux, enfin d'éléments additionnels, quoi, qui permettent aux entrepreneurs de travailler leurs projets et d'avancer. Après, il y a le microcrédit aussi. Hein, on peut faire des petits crédits et c'est peut-être parfois ça peut être ça qui répond à ce que tu disais pour les petits entrepreneurs. Mais nous aussi, on a un travail à faire sur le sujet. Donc, on a engagé il y a quelques semaines un dialogue avec Clé. En fait, on a très envie de continuer le travail avec Clé de manière régulière. Parfois, ça se traduit très simplement par recevoir 5, 6, 7 entrepreneurs, comme ça, les uns à la suite des autres. On fait déjà ça en province. De temps en temps, un genre de speed dating où les gens viennent proposer leur projet, ils nous expliquent ce qu'ils veulent. On leur dit il manque ça, il manque ça, il manque ça. Ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure, et puis après on fait un autre dossier. On va faire de plus en plus ce genre de choses pour diffuser en fait auprès des jeunes entrepreneurs les bonnes pratiques sur la question. Après, quand on est jeune entrepreneur, la bonne manière, moi je crois, c'est de se rapprocher d'un entrepreneur qui a de l'expérience, de l'écouter et de lui demander de l'aide. Parce qu'il y a beaucoup de grands entrepreneurs à Djibouti, de très très grande qualité, des gens formidables, des hommes et des femmes formidables, qui ont bien envie, pour un certain nombre d'entre eux, de donner des coups de main à des jeunes. Et un entrepreneur, c'est aussi ça. C'est quelqu'un qui a réussi, mais qui fait la part, qui consacre une part de son temps et de son énergie Qui redonne. à aider les jeunes. Et ça, j'en connais plein qui le font, et ça, personne ne le sait. Mais parfois, on n'ose pas aller taper à la porte d'un grand entrepreneur qui est là depuis 40 ans, 50 ans, parce qu'on se dit, il va jamais me recevoir. Et en fait, contre toute attente, quand on a un bon projet, une bonne idée, très souvent, on peut se faire aider comme ça. Très bien, merci beaucoup. Peut-être on arrête là. Merci beaucoup.